clinique du service d'aide technique du Centre de réadaptation Constance Lethbridge. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux conférencières chercheurs. Il s'agit de Madame Claudine Auger, qui est détentrice d'un doctorat. Elle est ergothérapeute et professeure titulaire à l'Université de Montréal, co-directrice scientifique au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal métropolitain, le CRIR. Nous aurons également la chance d'accueillir Krista Best, également détentrice d'un doctorat, professeure agrégée à l'Université Laval et chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche de réadaptation et intégration sociale, le CIRSSS. Et le sujet de notre présentation aujourd'hui est la perception des usagers et des cliniciens sur les fauteuils roulants, les fauteuils multiples composants motorisés, alors les besoins, entraînement et les suivis. Je cède donc la parole à Claudine et Krista. Merci. Claudine, Krista, ton micro, Krista. Ah oui, merci. Mais je remercie Elise et Naima pour l'introduction. Je me disais que c'est moi qui vais débuter, mais je ne répète pas le titre. Donc, on va aller tout de suite à la prochaine diapo. Pour faire une introduction de notre équipe, c'était moi et Claudine. C'était une recherche euh, entre deux centres de recherche, le CIRSSS et le CRIR, comme Lisa disait. Mais on avait aussi les autres chercheurs, François Routier de CIRSSS, c'était parmi nous, background in engineering et ergothérapie, et aussi deux étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal, et un autre étudiant ancienne qui était CIRSSS à l'Université Laval, mais qui est rendu kinésiologue, qui a aidé beaucoup dans la conceptualisation, la rédaction de cet article qui était publié au début de cette année, en janvier. Donc, le lien est là et je pense que Naima va mettre dans le chat le lien direct pour l'article qui est Open Access, si vous avez plus d'intérêt de lire plus sur notre sujet d'aujourd'hui. Donc, pour donner un peu de contexte, on a environ mais près de 300 millions de personnes qui utilisent un fauteuil roulant, donc 42 000 presque qui utilisent un fauteuil roulant motorisé. Pour les personnes ayant des limitations plus importantes de la mobilité, ils s'accompagnent souvent des difficultés de positionnement. Les fauteuils roulants motorisés peuvent offrir un meilleur contrôle autonome sur les capacités posturales et de positionnement, par exemple de verticalisation, comme on voit dans la photo à gauche. Ça pourrait aussi faciliter la participation aux activités quotidiennes, par exemple de cuisiner de manière debout et aussi de se tenir à côté d'un ami lors d'un événement. Les systèmes de fauteuils multiples composants motorisés, par exemple l'élévation de repose-jambes, les dossiers inclinables, les sièges basculants et la verticalisation, peuvent être activés de manière autonome par l'utilisateur avec un effort physique minimal, sans courant souvent intégré dans les fauteuils roulants motorisés aujourd'hui pour répondre aux besoins des personnes ayant des incapacités très sévères ou la mobilité, les besoins complexes. Par contre, mais il y a plusieurs des avantages de ces systèmes. Par exemple, le changement de positionnement peut permettre les fonctions physiques, une amélioration de les fonctions physiques comme les fonctions intestinales, vesicales, la régulation de la pression artérielle, en fonction de respiratoire aussi. Ça pourrait aussi réduire les risques de santé liés à l'immobilisation prolongée, comme les plaies, les spasmes et les ostéoporoses. Les technologies peuvent aussi avoir un impact psychosocial. Par exemple, d'être dans une position debout, c'est face à face à un collègue, un père, et c'est bon pour la santé mentale. Mais bien qu'il y ait plusieurs des bénéfices potentiels, il y a aussi les risques qu'on ne sait pas beaucoup parce que c'est une technologie moins étudiée. Mais par exemple, on peut penser qu'une verticalisation trop rapide peut avoir une intolérance orthostatique qui peut avoir les impacts négatifs.
Où l'importance de l'input des cliniciennes, ainsi que d'avoir les formations de comment bien utiliser ces systèmes multiples composants motorisés, c'est très important. Mais cependant, il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet parce que ces technologies ne sont pas trop utilisées. Donc, on peut aller le prochain diapo, s'il te plaît. C'est l'objectif de notre étude. C'était d'explorer un peu la perception et les besoins des personnes usagées et les cliniciennes qui travaillent avec une population mobilité réduite assez sévère qui pourraient utiliser un système dynamique intelligent, les IDS, comme on a appelé notre système. Cet système, on va montrer une vidéo tantôt, se porte sur un prototype novateur de fauteuil multiple composants motorisés qu'on appelle IDS. C'était récemment développé avec une compagnie québécoise, Améliore, et on avait lancé dans cette recherche pour explorer les perceptions. Donc, spécifiquement, on veut voir les perceptions sur la facilité de le repositionnement de intelligent fauteuil roulant. Le système de moniteur d'utilisation en interface web pour voir le feedback direct de comment le système est utilisé, géré par les recommandations des cliniciennes, et aussi d'offrir des rappels de positionnement. Donc, on va aller voir la vidéo qui va expliquer un peu plus le système. On n'entend pas, Claudine, la vidéo parce que ton micro est fermé, peut-être. On n'entend pas. Est-ce que tu essaies de me parler, Krista? Oui, on n'entend pas la vidéo. On dirait que le son était tellement fort. Donc, est-ce que vous entendez le son de la vidéo? Non, je pense que c'est parce que ton micro était fermé. OK, excusez-moi. Je voyais que j'ai bien fait d'arrêter parce que je... Je l'ai réactivé, là, normalement, ça devrait être correct. OK, donc j'essaie maintenant. To present our solution, the integration of existing sensors and innovative e-health platform and repositioning technology has inspired the intelligent dynamic seating system. My name is Ben Leclerc. I've been in a wheelchair for 4 years. I sustained a C3 spinal cord injury, and I'm learning to live in a wheelchair with all the ups and downs. Oui, néoprène. The first thing you think about is, how am I going to get out of Il n'y avait this? pas d'éclairage en avant vraiment. And you want to do rehab, you want to push yourself, you want to know, am I doing enough? Am I doing the right thing? My name is Sylvain Dugas. I am the Vice President of Business Development for Améliore. The intelligent dynamic seating system will be allowing end users and clinicians to be able to communicate in real time. This system will allow all end users to be able to also have the possibility of using their seating system as a therapeutic tool, which will be able to be individualized by the clinician according to the user's needs or user's situation. When you're thrown in a wheelchair and you're paralyzed, once you get a problem, anytime you know of the problem, it's too late. You're kind of forced into this situation and you're trying to do your best, but there's many things you don't know and you can't know. And you can't rely on everybody what they tell you because it's too much to handle and it gets overwhelming. My name is Claudine Auger. I'm associate professor at Université Laval and researcher at the Center of Interdisciplinary Research and Rehabilitation in Montreal. And I collaborate with Améliore in the research that we're doing with the intelligent positioning system. So this is what Move It Plus is trying to address, is to give this information after the person receives the wheelchair at the right time, so that despite the fact there's very little time for clinicians, at least we make sure that we catch it whenever they have a problem in the weeks and months after they receive their new wheelchair. We're at the technology right now that we could get all the feedbacks that we need. Your wheelchair could fill in the gap that your brain can't understand anymore from the signals that come up from your body. Whether you have too much pressure because of the way you're sitting,
whether your seat is deflating, your feet are in place the right way, your knees, there can be thousands of different possibilities. And we all get told it's going to be a certain way, but there's nobody that reacts the same way. So during the development of Move It Plus, we did interviews with users, caregivers, clinicians, decision makers, and one of the needs that we identified is to have more information on how they use the wheelchair. And they wish they will get more feedback on their usage. One aspect that is key is using the tilt function on a power wheelchair. We identify a number of therapeutic benefits of the tilt function on the wheelchair. So it has impacts on skin, on bowel movement, on blood pressure. So it has multiple health benefits, but often the wheelchair users won't use it often enough or at the right angle, so it won't necessarily meet the goals. So we developed a system with sensors that are installed on the power wheelchair, and this will send a reminder that is installed actually on the wheelchair. It will send a light and vibration signal to remind when it's time to tilt, and the system will give feedback when you reach the right angle and the right duration. I'm Adrien Pajon, postdoctoral fellow at CIUSSS of Université Laval at Quebec, and I'm in a partnership with Amelior. The Gaspar is a tool to measure pressure repartition on the under seating, linked to an application with a smartphone, which are connecting by Bluetooth, to track seating behavior like sliding, positioning, and rehabilitation activities. Currently, we measure the tilting of the seating with a homemade sensor in Move It Plus with a precision of ±3 degrees. So with the e-box, we hope to get less than 1 degree of precision. And the pressure mat currently used in the Move It platform is enough to know if someone is sitting in the wheelchair, but not to have a pressure repartition. The Gaspar will give us this information to be analyzed and get the seating behavior. The computer made with Raspberry Pi 4, we link it to power supply. Then we put all the sensors with Velcro on the wheelchair. We begin with IMU, one IMU, which is a mobile one, which will get the angular position of the back seat, and the fixed one, which will get the wheelchair-based angular position, and we will retrieve the tilting position by using both measurements. They are wired to the computer. Then we put a camera which points on the floor to know if the wheelchair is moving or not. And we finish with a notification module stuck near the joystick of the wheelchair to alarm the user when he has to do some of his rehabilitation activities. The Bluetooth connection between Move It platform, e-box, and Gaspar is more space efficient and is easy to set up on all wheelchairs. And this data then is stored locally on the wheelchair. It's like a little computer on the wheelchair, and there's no personal information. So it's really nothing you could break this and you won't have any personal information. But then a system is actually gets connected. The person can give permission for an external system to get connected and to upload that data on a daily basis. And it doesn't require to plug anything or to do any task. As long as the person has access to Wi-Fi, then their data gets sent based on the permission that they provided. That way, the data is safe and that external system meets all the security requirements that are expected in the healthcare system. So that way, the data is safe and secure. Hi, my name is Louis Charret. I'm a Research and Development Director in Amelior. The iBox new memory seating features allows the user to store and easily recall position for driving, eating, and resting. This innovative system also integrates different error detection software and superior troubleshooting functionality to help with fast and efficient problem solving.
And with the e-box, every movement is calculated exactly with the perfect angle for your body. So when I'm standing with this chair now, I don't fall forward, I don't get tilted or thrown from one side to the other by the spasticity that I've had in my back. Everything goes gradually. So instead of having to get transferred into a standing frame to do your daily routine of standing and stretching your body and working on your blood pressure and helping your digestion, everything's handed to you right into your remote. And the only thing you have to do is press a button and switch the mode. You can do it by yourself. The main difference is instead of having to wait on the help of somebody and relying on other people to do what you have to do, you can do it alone. And if it doesn't work out, you stop and you redo it 10 minutes later or 5 minutes. You really get the control on your life and you can handle your health with the push of a button. If you want your bone density to get better, you have nothing to measure the improvements and how much pressure you're putting and how much time you're putting that pressure on your bones. And what helps exactly? Nobody tells you that. Well, if the sensors can tell you that you've stood 20 minutes today and that you've stood those 20 minutes 7 times in the past week, and if I did it 30 times, did it improve my spasticity? If I do it 50 times, it's going to improve it more. I can know exactly what I'm doing with a precise number that I can get right on my phone and that my clinician can see as well. At first, I could stand for 5 minutes and my blood pressure would drop and I would almost pass out. And in 5 months, I've seen crazy improvements. Now I can be standing for an hour. I can watch TV while I'm standing. I can take a walk with somebody and be standing and rolling beside them and have visual contact with them and feel like I'm normal again. And for that, it's a huge improvement in my life. Donc, c'est la perception d'un usager de système qui c'est vraiment intéressant, mais avant de mettre devant pour tout le monde, on doit faire la recherche et un aspect très important pour débuter la recherche de nouvelles technologies, c'est de comprendre bien l'utilisabilité, l'acceptabilité de la technologie. Donc, pour faire ça, on avait convoqué une équipe interdisciplinaire, les ingénieurs, les ergothérapeutes, les kinésiologistes et une entreprise privée, Améliore. Et on avait lancé dans une étude qualitative descriptive. On avait appliqué un modèle conceptuel de BAML qui était élaboré par une revue systématique pour évaluer les interventions de e-santé. Pour décrire les concepts qui influencent la qualité des interventions en lien avec eux qui utilisent comme les cliniciennes et usagers dans nos cas. Et on avait sélectionné les concepts les plus pertinents pour nous, ça veut dire l'utilisabilité, les aspects visuels, le contenu, l'engagement de l'usager, le contenu, j'ai déjà dit le contenu, la persuasion thérapeutique, les relations thérapeutiques et les évaluations subjectives générales. On avait un échantillon très ciblé, non probabiliste, de 6 personnes usagées et 8 ergothérapeutes. On avait lancé mais on avait créé une maquette de montrer le système servait quoi, parce qu'il n'y a pas un système qui existe qu'on peut donner aux personnes d'utiliser. On a notre ambassadeur, membre de notre équipe, qui avait utilisé le système, mais c'est tout. Donc, on avait construit une maquette pour montrer ça ressemble à ça, et on avait les vidéos aussi pour montrer les technologies. On avait fait les entretiens semi-dirigés, 60 à 90 minutes, avec les cliniciennes et les usagers. Et on avait enregistré toutes nos entrevues, l'audio. On avait fait les verbatim, on avait fait les codages selon les cadres conceptuels. Et puis, on avait regroupé les thématiques selon les cadres de BAML que j'ai nommés. Donc, je vais donner la parole à Claudine qui va nous présenter les résultats. Bonjour, alors très contente de pouvoir vous présenter ces résultats-là et je sais qu'il y a beaucoup de personnes là, qui sont connectées et on est vraiment contente là, de pouvoir vous parler directement parce que on sait que probablement vous faites partie des personnes qui prescrivez ces fauteuils. Donc, Krista vous a déjà nommé le cadre conceptuel et je vais présenter les résultats en passant par chacune des petites boîtes qu'on voit ici sur la diapositive. Donc, le premier thème était autour de l'utilisabilité. On pourrait dire la convivialité du système. Donc, encore là, basé sur les maquettes qu'on a montrées,
la vidéo puis les échanges qu'on a eus, des fois, les gens nommaient là, des idées aussi qui leur venaient en cours d'entrevue. Donc, de façon générale, les gens voyaient que apprendre à utiliser l'interface. Donc, je vous ai toujours mis un petit icône pour le fauteuil parce que le fauteuil a des, des fonctions particulières. On vous a parlé là, du système qui donne de la vibration, qui fait la rétroaction, mais aussi comment le fauteuil lui-même permet les différents repositionnements. Puis je vous ai mis l'icône de l'interface quand le commentaire est plutôt relié à comment les résultats sont présentés pour vous aider un petit peu à me suivre. Donc, les gens, de façon générale, trouvaient que ça avait l'air intuitif, la maquette qu'on avait montrée, mais on nous disait quand même, il va falloir prévoir une certaine formation initiale. Donc, comment apprendre à utiliser le système comme tel avec des essais en personne, mais aussi de prévoir des vidéos pour que les gens puissent retourner voir le contenu éducatif par la suite. Et aussi, bien sûr, apprendre à utiliser l'interface web. Et on nous suggérait aussi même d'aller avec des feuillets explicatifs, là, étape par étape, pour s'assurer que les gens se rappellent de ce qui leur a été montré en personne. Encore dans le thème de l'utilisabilité, je vous ai donné ici 2 citations qui illustrent un peu là, comment les gens voyaient ça. Donc, une citation qui montre un appui, j'ai mis en vert, puis quand j'ai mis en rouge, c'est peut-être une restriction ou un commentaire là, auquel on doit faire attention. Donc, la première personne clinicienne, à la première citation, en plus, tu pèses sur un bouton et ça le fait tout seul. Parce qu'en fait, l'idée du système intelligent, c'est de pouvoir programmer une série de mouvements, donc avec un seul bouton, et ça nous amène vers une nouvelle position à une vitesse puis dans l'ordre qui est ajusté à la personne. Donc, tu sais, c'est quand même génial au lieu d'être obligé de redresser telle affaire, dresser telle autre affaire, fixer telle autre affaire, puis là, tu es debout. Là, tu peux l'avoir préprogrammé, tu le mets, ça le fait tout seul. C'est vraiment génial. Le deuxième commentaire venait d'une personne usagère qui mettait en garde sur le fait que le fait d'avoir des composants multiples motorisés, ça ajoutait du poids au fauteuil. Donc, si vous êtes quelqu'un comme moi qui sort beaucoup, ça peut causer des problèmes avec les plateformes élévatrices des autobus, avec les avions. Vous avez un problème avec votre fauteuil roulant, il tombe en panne, vous devez le mettre en mode manuel. Comme c'est un fauteuil plus lourd, ça devient difficile. Plus de fonctions, plus de poids, plus de problèmes. Donc, de ne pas non plus voir ça comme une panacée, de voir que ça peut aussi venir avec certains inconvénients. Une autre mise en garde, c'est au niveau de dispositifs de sécurité qui venait d'un clinicien qui disait, bien sûr, vous avez préprogrammé quelque chose dans un ordinateur qui entraîne un mouvement en élévation. Il faudrait, comme pour une porte de garage, prévoir un capteur. Par exemple, si je heurte quelque chose, le mouvement s'arrête. Donc, ça prendrait un dispositif de sécurité qui permet d'arrêter le mouvement, surtout quand on passe la position assise à debout. Au niveau du deuxième thème, qui était l'aspect visuel, là, ici, on parle surtout là, de l'interface web. Donc, pour chacune des pages, vous voyez ici, là, il y avait une page configuration, recommandations, objectifs, les positions mémorisées, les résultats. Donc, on a fait le tour de tout ça pendant les entrevues. Et pour la page des configurations, qui est celle où on est en présence de la personne clinicienne quand on configure le système, on nous disait que c'était clair, c'était imagé, ça aidait à comprendre les bénéfices de l'utilisation. Je vais vous montrer un exemple là, des objectifs que la personne pouvait voir dans une prochaine image. Donc, les gens, au départ, trouvaient que c'était simple et intuitif. Ici, voilà, là, quand on veut, par exemple, utiliser la position mémoire 1 et la position mémoire 2, il y en a une qui est, par exemple, la personne le programmerait pour sa position à son poste de travail et l'autre, sa position debout. Puis il y a un petit texte qui explique à quoi ça sert, puis pourquoi on utiliserait cette fonction-là. Donc, les gens trouvaient que ces explications-là aidaient à comprendre les bénéfices de l'utilisation. Par contre, certaines pages incluaient, par exemple, l'ensemble des objectifs que la personne pourrait se fixer en lien avec l'utilisation des composants intelligents. Et là, on avait des commentaires sur le fait que c'était une page avec beaucoup d'informations. Donc, cette page-là, en fait, elle apparaît au moment de configurer au début, puis une fois que la personne clinicienne et la personne usagère a choisi ses objectifs,
Il ne reste que les objectifs qui ont été retenus, mais c'était quand même vu comme une page un peu plus lourde et donc de voir comment on pourrait alléger le contenu de cette page-là. Aussi, pour la présentation des résultats, si on parle de l'onglet là, où la personne peut aller voir ses résultats, ça, c'est un exemple d'une page où, pour la plupart des pages, c'était vu comme simple à utiliser, mais celle-là, c'en était une où on nous suggérait. Donc, je vais vous expliquer ici, ce qu'on voit, c'est que c'est le pourcentage de temps que la personne passe en position verticale au cours du mois. Fait que vous avez pour chaque journée du mois le pourcentage du temps. Donc, qui est passé en position verticale. Donc, si on imagine que la personne elle est 7 heures dans son fauteuil, bien là, ici, on aurait quelqu'un qui aurait été 80% du temps debout. Peut-être que c'est beaucoup, mais bon, c'est un exemple théorique ici. Et le temps passé en minutes aussi. Donc, il y avait la possibilité de le regarder en minutes ou en pourcentage. Donc, ce qui nous était suggéré, c'est de plutôt parler de choix de position, assis, semi-assis, 30 degrés, 2/3 debout, debout, parce que le pourcentage de temps debout, c'est comme si on ne sait pas trop la personne était, à quel point elle était debout ou semi-debout, donc c'était de le présenter comme ça selon les postures. Le troisième thème, c'était comment le système nous permet d'engager l'usager, donc de l'amener à avoir une certaine motivation. Donc, ce qui était vu comme positif, c'était l'alarme qui est discrète, le fait que la personne peut avoir comme la vibration, pas nécessairement le son, puis il y a la lumière qui... Donc, le fait que c'était discret, c'était vu comme un élément positif et le fait que ça puisse être personnalisé aussi. Donc, le fait que ça soit agréable, léger pour l'usager, ça augmente la probabilité qu'il change de position, particulièrement en contexte social. Au niveau des pictogrammes, on nous suggérait que le modèle spécifique du fauteuil roulant puisse être celui qu'on voit. Ah, excusez-moi, j'ai fait bouger ça sans le voir. Puisse être le modèle. Donc, on pourrait rentrer notre modèle. Certains fauteuils, on les roue à l'avant, donc c'est un détail, mais on pourrait indiquer notre modèle de fauteuil roulant et les pictogrammes pourraient suivre le modèle, donc encore plus personnalisé. Au niveau du contenu, c'était intéressant de voir que 5 personnes cliniciennes ont mentionné qu'on devrait parler de but occupationnel. Donc, parler de leurs objectifs de posture, des tâches qu'ils souhaitent faire avec le fauteuil, peut-être préférable à des buts thérapeutiques comme je veux avoir un effet sur l'édème, la douleur ou la fonction intestinale. Alors, tantôt, dans la page des objectifs, là, vous n'avez pas eu le temps de tout lire, mais il y avait plusieurs exemples qui étaient reliés plus à des fonctions corporelles qu'à des buts occupationnels. Donc, on nous disait que ben, les gens ont plutôt tendance à comprendre sous forme d'activité. On nous demandait aussi de privilégier tout ce qui permet de voir la durée, le moment de la journée, le nombre de fois où la personne va exécuter les différents changements de position, la fréquence des positions préprogrammées pour qu'on puisse avoir situé ça ici dans le temps et de s'assurer qu'on donne un aperçu de la progression de la personne, pas seulement là, des données statiques. Donc, je pense que tantôt, dans l'histogramme qu'on voyait avec les pourcentages, ça nous permettait de voir une certaine progression, mais de voir comment ça pourrait être bien vu par la personne, là, ces progrès. Le cinquième thème, c'est la persuasion thérapeutique. Donc, de quelle façon est-ce qu'on arrive à créer vraiment là, ce changement-là de comportement? Tantôt, c'est l'engagement, donc la motivation. Puis ici, on est dans la persuasion de l'effet thérapeutique. Et ce qui est intéressant ici dans cette citation-là, c'est une personne clinicienne qui dit, nous avons besoin de données scientifiques indiquant qu'on peut réellement augmenter les capacités des organes vitaux en termes de fréquence, de verticalisation. C'est telle durée qui est nécessaire. Je suis certaine que quelqu'un quelque part le sait, mais à l'heure actuelle, je ne me sentirais pas à l'aise de l'affirmer. Il faudrait vraiment aller chercher des preuves à l'appui. Donc, si on veut être capable de faire une persuasion thérapeutique, il faut nous-mêmes en être vraiment convaincus. Puis, est-ce que j'ai les données pour être en mesure de sentir que je peux persuader comme ça? Dans ce thème-là encore, on nous disait que ben, le fait qu'il y ait des alertes et des rappels, c'est quelque chose qui peut aider justement à passer à l'action et à faire des changements de comportement. Et les graphiques étaient vus comme positifs, comme je disais, moyennant là, les petits changements à faire à celui avec les pourcentages.
Et là, ici, j'ai mis une autre citation. Nous avons des clients qui sont quand même assez autonomes. Alors, je leur dis, allez consulter votre site web, voir si vous faites les choses correctement au cours de la journée. Un petit retour une fois par mois pour vérifier si je fais les choses comme il faut ou me dire, ah tiens, c'est étrange, ces derniers jours, j'ai eu plus de spasticité. Vous savez, peut-être que des liens pourront être faits avec les mobilisations recommandées. J'ai peut-être moins fait ma verticalisation, j'ai plus de spasticité. Peut-être que les gens pourraient, d'une certaine façon, utiliser ça pour réaliser que la recommandation qui a été faite par le thérapeute donne des résultats. On nous suggérait d'ajouter des mots d'encouragement pour que la personne, s'il y a des progrès, ça lui donne donc des encouragements directement là, sur l'application. Le dernier thème, c'est la relation thérapeutique. Donc, un super bon système de santé numérique va nous donner l'impression qu'on est accompagné par nos thérapeutes parce que c'est sûr qu'il y a comme une machine, hein, c'est un écran d'ordinateur, mais les meilleurs systèmes qui sont développés, lorsqu'on veut évaluer la qualité d'un système, on regarde est-ce que la personne sent qu'elle a encore un lien thérapeutique à travers le système numérique. Donc là, ici, un des éléments qui était relevé, c'est que c'était au niveau de la sensibilisation que cette application-là pouvait faire. Une fois de temps en temps, on est obligé de faire des interventions de sensibilisation avec la clientèle, notamment qui développe des plaies. On doit faire donc de la sensibilisation sur le relâchement de pression pour essayer de mieux véhiculer l'information. C'est sûr que si tu as des données, des numéros qui expliquent que tu l'as utilisé 30 minutes dans la journée, ça sensibilise la personne. Donc, c'était comme encore là une suite là, du lien thérapeutique qui aurait été fait pendant une rencontre en personne. Au niveau de l'accompagnement, là, c'est un usager qui nous dit, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir voir les données. J'aime l'idée de pouvoir avoir une idée du moment où j'utilise le fauteuil, de ce à quoi ça ressemble et la façon dont je me positionne. J'aime le fait que l'ergothérapeute y ait accès pour venir aider quelqu'un qui a besoin d'accompagnement ou valider qu'il fait les choses correctement. La supervision et le soutien devraient être très utiles. Des recommandations devraient être formulées pour le voir, valider que ça fonctionne, que c'est approprié et que vous le faites bien si c'est présenté de façon constructive. Et finalement, tout ce qui touche la vie privée, hein, parce qu'on parle de partager ses données sur ce que j'ai fait dans ma journée et dans mon mois avec un thérapeute, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc, les gens nous disaient, ben, j'apprécie la fonctionnalité qui permet de retirer l'accès du clinicien à ses données, reconnaissant ainsi son droit à la vie privée. Quand je veux de l'aide, je la donne l'information. Quand j'en veux pas, je coupe l'accès, c'est privé, c'est mon corps. Donc, c'était une des fonctionnalités qu'on avait comme prévu et les gens là, disaient que c'était quelque chose d'important pour eux de pouvoir, mais c'est sûr que ça implique qu'ils apprennent à aller dans le système là, pour mettre ça en position active ou désactivée, mais c'était quelque chose qui était apprécié. De façon générale, je vous ai mis une citation qui revient parce qu'à la fin, on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez globalement de tout ça, après avoir discuté, là, comme on vous disait, pendant 60 à 90 minutes. Donc, une des cliniciennes qui disait, je pense que ça fait une grosse différence sur la perception que l'autre a de la personne également. Là, on parle ici plus là, du fauteuil roulant comme tel qui permet, entre autres, la verticalisation. Ne serait-ce que dire, waouh, je suis capable d'utiliser ça. Tu sais, à la même hauteur que moi. On voit beaucoup de ça, genre la personne en haut, l'autre est en bas. Il y a comme une notion de hiérarchie qui est induite seulement par la posture dans l'espace. Pour ça, je trouve que c'est merveilleux. Donc, ça, c'est les fonctions comme telles là, du nouveau fauteuil. Donc là, j'ai fait le tour des résultats avec vous. C'est sûr que l'article donne d'autres détails, mais bon, on est déjà à 39 minutes dans la présentation. Alors, ce qu'on voit, c'est que le prototype, globalement, était vu comme convivial, intuitif. C'était rapide pour eux de pouvoir comprendre ce qu'ils voyaient sur les écrans. Ils voyaient des bénéfices. Ils voyaient surtout que ça pouvait améliorer l'encouragement, la consolidation de l'information. Tout ce qui touchait la personnalisation puis d'être centré sur le client, c'était essentiel. Et bien sûr, le fait que le jugement clinique était là, le fait qu'on pouvait choisir les objectifs, tout ça, que ça laissait place au jugement clinique, c'était vu comme très important. Il y a des aspects à modifier au niveau de l'aspect visuel pour faciliter l'utilisation et la compréhension, comme je vous ai expliqué. On nous a aussi beaucoup parlé de l'inquiétude qu'on avait du fait que, ben, il y a des enjeux financiers à l'attribution, à l'utilisation, des enjeux de sécurité, des risques de bris.
Il n'y a pas de ligne directrice autour de ces nouveaux composants-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on a avancé depuis le temps. Peut-être que vous nous le direz si vous avez des lignes directrices. En tout cas, nous, il n'y en avait pas. Et donc, c'est très important de poursuivre les recherches. Donc, nous, ce qu'on voit qui va être intéressant, ça va être de comprendre comment vont évoluer les critères d'attribution. Est-ce que, éventuellement, avec des fauteuils connectés comme celui-là, on va être capable de faire des études qui vont montrer l'impact coût-efficacité? Donc, présentement, sans connectivité avec des applications, ben, on a certains bénéfices qu'on peut déduire de d'autres études. Par exemple, il y a des études sur les exosquelettes où on voit les bienfaits de la station debout. Est-ce qu'on va être capable de démontrer des choses équivalentes avec ces fauteuils-là? Donc, ça va nous prendre des fauteuils connectés pour éventuellement collecter les données. C'est comme l'œuf ou la poule. Éventuellement, ces systèmes-là vont nous permettre de venir collecter des données et valider que les bienfaits. Donc, c'est comme intéressant de voir que si on attend d'avoir toutes les données, bon, on ne commencera jamais. Donc, il y a comme une opportunité là, à saisir, à les utiliser et à collecter des données tout en les mettant en place. Donc, ce qu'on voit comme contribution de l'étude, c'est cette idée-là de réfléchir à comment on peut améliorer le suivi entre les personnes cliniciennes et usagères, comment on peut optimiser la génération de solutions efficaces, adaptées, comment on peut responsabiliser les usagers dans l'atteinte de leurs objectifs, puis de leur donner les outils pour se prendre en charge et de les sensibiliser à tout ça clairement en s'arrêtant, là, tout simplement en faisant un tel entraînement avec le système. Et tout ça dans le but, bien sûr, là, d'aller dans la direction des valeurs de la réadaptation, d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie. Peut-être, je te laisse, Krista, aller avec les limites et les forces de l'étude pour conclure. Oui, bien sûr. Mais on a quelques limites de l'étude pour débuter. On avait un petit échantillon des ergothérapeutes seulement et usagers seulement qui viennent de la région de Montréal et Québec. C'est tout différent que les autres provinces canadiennes aussi. Avec le RAMQ, on est dans un processus d'attribution un peu différent que les autres. On a les compagnies aussi québécois qui, des fois, échangent avec les ergothérapeutes ici. Donc, on est limité par notre échantillon. On a aussi un échantillon, mais les ergothérapeutes qui ont un mandat d'attribution dans le processus d'attribution de fauteuil roulant, il y a comme de sélectionner bien et faire le bon fit avec le fauteuil roulant et attribuer. Mais on n'est pas dans un contexte communautaire où les ergothérapeutes font plus des suivis avec leur clientèle tout le temps. Donc, on a un peu de bias par les cliniciens qui étaient vraiment dans les centres qui attribuaient le fauteuil roulant. Aussi, on a les gens qui n'ont jamais utilisé les systèmes ou que même pas joué avec. On était limité par nos maquettes et dans les montes des images et des vidéos. Mais quand même, on voit le potentiel qui est là. La force de notre étude, c'est surtout basé sur un cadre conceptuel qui a permis d'explorer plusieurs des concepts de l'utilisabilité, les applications pertinentes à venir dans le futur. On a aussi une équipe avec beaucoup d'expériences variées, très interdisciplinaire, avec un ambassadeur aussi que vous avez vu dans la vidéo qui a nous donné beaucoup de, comme une perception de personnes vécues ayant une capacité de mobilité réduite assez sévère et aussi d'avoir utilisé les équipements. Aussi, les analyses qualitatives réalisées et révisées par le processus de consensus. On avait fait vraiment, c'était une étude interprétative, mais on avait les expertises de plusieurs demandes qui avaient une expertise. Donc, pour conclure, jusqu'à 45, notre étude a permis d'identifier les pistes d'amélioration pour le produit optimal. On n'est pas là encore, mais on continue la recherche avec Améliore de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et beaucoup de recherches pertinentes et encore à faire sur le sujet. Il y a le Permobile aussi qui est le Virtual Coach. Ils ont à peu près dans la même place que nous. Le Virtual Coach, c'est un peu différent, mais les aspects similaires. Mais bon, on a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on avait assez de temps pour des questions.
Merci. Claudine, je vois que tu dis Excuse-moi, quelque j'ai chose. pas mis je vais remettre le PowerPoint pour remercier Mm. et j'ai oublié Ah oui, le financement, là, donc on doit remercier surtout oui. Edwell et Inter qui avaient financé les projets. Claudine va flasher la collaboration avec la plateforme qualitative David Bouchard et Emery Gauthier qui avaient aidé dans la collecte de données. Le milieu clinique, le CIUSSS Montréal, le CIUSSS les deux CIUSSS de Montréal et le CIUSSS de la capitale nationale et Edwell et Inter qui avaient contribué financièrement à notre projet. Merci Claudine pour le repas. Merci Claudine et Krista de votre belle présentation. On va commencer la période des questions. D'abord, moi j'en aurais une. Est-ce que vous avez une idée de combien coûte un système comme celui-là? Combien ça coûte le système?